Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. La vie printanière reprend son cours petit à petit après ce gros week-end de sport automobile. Nous sommes allés à la rencontre des commerçants pour savoir si ce week-end a été fructueux ou au contraire difficile. Nous serons avec Corinne Bertani, conseillère nationale en charge de l'économie et du commerce, mais également la présidente du syndicat monégasque des agences de voyage. Nous verrons comment les sociétés d'événementiel ont pu ou pas sortir leur épingle du jeu pendant cette période de Grand Prix et quelles sont les perspectives d'avenir dans le secteur du tourisme. C'est un spécialiste du basket, journaliste commentateur sur beIN, un expert de la NBA, Rémi Reverchon. Il sera avec nous, plus exactement avec notre spécialiste lui aussi, Frédéric Hélion. Alouette, le fil à la patte, c'est le prochain film projeté ce samedi au Théâtre des Variétés par l'Institut audiovisuel, un film tchèque réalisé juste après le printemps de Prague à la fin des années 60. Et enfin, votre Focus Info sera consacré aujourd'hui à une entreprise monégasque, TerraScience, spécialisée depuis 1998 dans le domaine du complément alimentaire, de la phytothérapie ou encore destinée aux sportifs. Mais avant cela, ouvrons une page économie avec le week-end du Grand Prix. Christine Latomel est allée dans les rues de la Condamine pour voir quelles ont été les retombées de cet événement international en période de crise sanitaire. Eh bien, voici les réponses. Alors écoutez, le bilan du Grand Prix, ça a été un bilan un petit peu mitigé quand même. On était content parce qu'on a été ouvert, ça on peut pas le renier. Donc voilà, un petit bilan mitigé, on va dire. Très mal parce qu'il n'y avait pas le monde que d'habitude et puis en fait il n'y a pas eu grand monde parce qu'il y avait la frontière, il bloquait tout le monde et donc il n'y avait personne. Je pense comme pour tout le monde, au niveau du commerce, ça a été lamentable, voilà, à tel point qu'on aurait presque pu fermer. Eh ben, une ambiance toute particulière parce que pas la même fréquentation évidemment et puis pas vraiment d'ambiance, pas de musique, etc. Donc ça a été beaucoup plus calme que les autres années. Ouais. Un Grand Prix dans un contexte sanitaire compliqué. Poursuivons notre constat sur les retombées économiques de ce Grand Prix avec Corinne Bertani, conseillère nationale en charge de l'économie et du commerce. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Un mot sur ce Grand Prix et puis tout ce qui tourne autour de ce Grand Prix, c'est-à-dire l'événementiel. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de ce qui s'est passé ? D'abord, le Grand Prix, c'est la première porte ouverte vers un peu d'espoir, de retour à une vie normale. Pour l'événementiel, eh bien, il n'y a pas vraiment eu d'événement. Ils ont essayé de faire de leur mieux en respectant les règles sanitaires. Ils ont fait un peu de conciergerie, un peu d'assistance. Ils sont quand même contents parce que l'événement a eu lieu, il a eu bien lieu, les gens jouaient le jeu. Sur les terrasses, c'était des personnes qui invitaient des amis, ça a donné de la vie. Il nous a manqué bien sûr l'aspect festif, c'est-à-dire la musique, l'ambiance. Mais bon, la porte s'ouvre. L'année prochaine, nous aurons un Grand Prix tel que nous le connaissions. On l'espère. Effectivement, l'année dernière, pas de Grand Prix à Monaco. Cette année, un Grand Prix, mais avec des limitations pour les personnes qui ont pu venir voir le Grand Prix. Peut-être que l'année prochaine, effectivement, ça devrait... Nous sommes limités, comme vous le savez, et comme tout le monde le sait, par les frontières. Nous avons, je pense, reçu beaucoup de Français, des Européens. Mais il nous manque bien sûr tous les passionnés de voitures qui viennent d'Asie, d'Amérique et qui n'ont pas pu se déplacer pour les mesures sanitaires évidentes que chaque pays demande de respecter. Est-ce que l'on peut dire quand même que le Grand Prix est le top départ, le lancement de la saison ? Oui. En ce qui concerne l'héliport, c'est la première fois que les vols reprenaient vraiment. Bien sûr, à petite mesure par rapport au Grand Prix d'avant, mais écoutez, oui, c'est l'espoir qui revient. Les frontières vont se rouvrir, les événements vont repartir. Et Monaco, comme tous les pays touristiques et qui ont une image de tourisme, est prêt, je pense. Tous les acteurs sont prêts, l'événementiel, les compagnies d'hélicoptères, les taxis, les VTC... et les commerçants, bien sûr, tout le monde est prêt pour la reprise. Vous pensez que l'on peut espérer vivre commercialement un été normal ? Pour le moment, il faut qu'on reste sur cette base. Ce qui va nous déclencher, je pense, au mois de juin, c'est le pass sanitaire. Et je l'espère, une harmonie entre les pays. Ce qui est compliqué maintenant pour les gens de l'extérieur de venir visiter Monaco,
c'est que chaque pays a sa procédure, son test PCR, sa considération du vaccin. Et je fonde avec tous les professionnels et tous les commerçants beaucoup d'espoir sur ce pass sanitaire qui va nous permettre peut-être déjà d'ouvrir la porte à l'Europe sans que ce soit compliqué, sans se demander qu'est-ce qu'il faut pas, est-ce qu'on s'isole au retour ou pas. Vous êtes la présidente du syndicat monégasque des agences de voyage. Que peut-on dire des voyages pour la fin du printemps et puis l'été? Est-ce que vous avez l'impression que les personnes ont envie de bouger, de partir et peuvent même partir? On peut commencer à partir. Ce sera un été, je pense, français et européen. Parce que il ne faut pas non plus trop espérer. Mais oui, alors on commence à repartir en Europe, en Espagne, en Grèce, au Portugal, et j'en oublie. Début juin, on va pouvoir retourner donc, dans les dom-toms, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe, Polynésie, Réunion, Saint-Martin. Et ça ouvre la porte du tourisme et je pense que les clients vont revenir nous voir. Ils ont envie de partir. Beaucoup de dossiers, je pense, se feront au dernier moment puisqu'on attend ce mois de juin avec impatience. Par contre, par rapport à avant la Covid-19, les réservations se feront en dernière minute. En dernière minute. Actuellement, j'imagine que c'est une situation très compliquée pour les agences de voyage et les voyagistes. Oui, très compliqué. Les compagnies, il faut qu'elles remettent en place leur liaison, ce qu'on appelle des slots. Elles font pas. C'est compliqué pour eux, c'est compliqué pour nous derrière. Les compagnies et les tour opérateurs et les agences de voyage en fait sont liées. Et oui, ça va être compliqué, mais on a tellement envie de travailler qu'on va trouver des solutions pour répondre à nos clients qui ont, eux, vraiment envie de quitter le quotidien. Vous l'avez dit, on va trouver des solutions. Merci Corinne Bertani. Avec plaisir, bonne soirée. Bonne soirée. On passe au premier point info de ce journal avec vous, Alexandra Pani. Dans l'actualité de ce mardi, la vaccination est ouverte aux 35-45 ans. Bonsoir Fabien, oui, la Principauté vient d'être approvisionnée en doses de vaccin Pfizer et vient donc d'ouvrir la vaccination aux plus de 35 ans. Un courrier a été envoyé ce matin par le gouvernement aux Monégasques résidents. Une fois le courrier reçu, vous pourrez prendre rendez-vous par téléphone auprès du centre. Rappelons que seul le vaccin Pfizer a été administré en Principauté. Une belle initiative en ce 25 mai pour les enfants hospitalisés. Un vaccin contre la morosité. Le Monaco Collectif Humanitaire a souhaité cette année s'associer au Képi Pascalune pour cette opération solidaire. Des kits de coloriage ont été remis dans 3 établissements partenaires du collectif monégasque pour apporter un peu de couleur dans le quotidien de ces enfants hospitalisés. L'heure de la relance touristique a sonné pour la direction du tourisme et des congrès. Un retour à la normale est amorcé et l'envie de voyager est de plus en plus pressante. La Principauté planifie la reprise et la direction du tourisme relance sa campagne de communication avec ce slogan « Monaco for you, enfin ». 20 visuels autour de 10 thématiques, le bien-être, la gastronomie, la culture, la famille, la romance, le sport, le tourisme responsable, les jeux et casinos, les escapades week-end et le shopping. Merci Alexandra, on se retrouve dans quelques instants. Entre champions d'Eurocup, sans oublier les playoffs de NBA qui ont débuté le week-end dernier aux États-Unis, quoi de mieux que 2 spécialistes pour en parler? Je laisse la main à Frédéric Hélion qui a reçu pendant le Grand Prix le commentateur de chez beIN, Rémi Reverchon. Bonsoir Rémi Reverchon. Bonsoir Fred. Expliquez-nous comment s'est fait votre venue ici à Monaco pour le Grand Prix. En fait, mon premier sport avant le foot, avant le basket, c'était la Formule 1. Moi, j'ai la chance d'avoir un papa qui était fan de sport méca. Et j'ai des souvenirs de tout gamin, d'enfance, quand j'avais 6-7 ans, où il venait en début de saison me réveiller à 4h du mat et me porter, me mettre dans le canapé pour regarder le départ du Grand Prix du Japon ou d'Australie. Et c'était l'époque d'Ayrton Senna dont je suis tombé dingue à l'époque. C'était ma première idole. Et donc voilà, mon premier sport avant le basket, avant même le foot, avant tout ce qu'on connaît en France, ça a été la F1. Ouais. Bon, on va quand même parler de basket, je suis désolé parce que c'est quand même votre spécialité depuis un moment. Et d'Euroleague, notamment Monaco, découvrira l'Euroleague la saison prochaine. Est-ce que vous avez un petit peu suivi leur campagne victorieuse en Eurocup cette saison ?
Bien sûr que j'ai suivi ça. Alors moi, on me connaît sous le visage NBA Extra, mais bien sûr que j'ai suivi cette année. C'est incroyable ce qu'ils ont fait, surtout vers la fin, hein, honnêtement. Le début de saison un peu moins. Ouais. Mais le parcours est dingue, quoi. Aller gagner cette Eurocup, en plus en 2 matchs comme ça en Russie, vraiment c'était une belle aventure. J'ai trouvé ça très très beau ce qu'ils ont fait la Roca Team cette année. On parle souvent de collectif forcément pour le basket, mais est-ce qu'il y a un joueur qui vous a marqué en particulier dans le roster de Monaco cette année ? C'est dur de ne pas citer Rob Gray, Ouais. qui est quand même un mec hors du commun. Et je trouve incroyable le fait qu'il ait prolongé, là, qu'il ait re-signé pour plusieurs saisons. On est tellement habitué à cette notion de club tremplin. La JP Elite est censée être ça en France. Les ricains qui viennent, qui se font un nom et qui vont exploser et prendre des gros contrats derrière, ailleurs. Du coup, je trouve ça top que les Rob Gray aient pu re-signer et reste là-bas parce que le mec est fantastique, il a un flair dingue, vraiment. Et il aurait pu, je pense, prétendre à une plus grosse écurie en Euroleague. Donc ça prouve que je connais pas suffisamment les mecs. J'ai été proche par le passé de mecs comme Paul Lacombe ou des mecs comme ça, mais moins cette année. Mais ça prouve que je pense qu'il y a un truc un peu particulier dans cette équipe, un esprit un peu famille, j'ai l'impression. Tu parlais des ricains, Rémi, on a vu beaucoup d'anciens joueurs NBA comme Shane Larkin, Derrick Williams qui évolue désormais en Euroleague. Ça prouve l'importance que prend ce championnat. Bien sûr, l'Euroleague c'est la deuxième ligue au monde aujourd'hui, clairement, et c'est identifié, c'est ça qui est important. C'est que tu as plein de cas de figure où tu as des mecs qui vont choisir de venir en Euroleague plutôt que d'avoir un contrat un peu moyen sur un bout de banc de NBA. Et ça, c'est une bascule par rapport à il y a même 10-15 ans où j'ai le souvenir quand j'étais gamin, moi, quand un ricain débarquait de NBA pour venir en France ou en Euroleague avec rien, avec 1 minute de temps de jeu de moyenne et 30 matchs max joués dans la saison NBA, c'était incroyable. Alors que maintenant, tu as des mecs qui font l'aller-retour entre les deux ligues. Donc aujourd'hui, l'Euroleague est identifiée, c'est la deuxième ligue majeure au monde. Et tu as des cas de figure où des mecs vont prendre plus d'argent, ce qui est le nerf de la guerre, tu le sais, en Euroleague, plutôt qu'en NBA. Donc ouais, c'est devenu une place très forte. Ouais. On va passer à la NBA justement. On connaît depuis vendredi soir le 16e et dernier qualifié pour les playoffs avec la victoire de Memphis en prolongation face à Golden State. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce fameux play-in tournament qui était une nouveauté cette saison ? Moi je trouve que c'est une réussite. La victoire de Memphis entérine complet le truc parce que c'est inattendu, parce qu'on était tous persuadés, on va pas se mentir, que les Lakers et les Warriors allaient sortir à l'ouest. Et ben Memphis ils ont créé la surprise. Match fou, en plus prolongation, Ja Morant incroyable, la star de Memphis à la fin. Je pense que c'est une bonne chose, je pense que ça a impliqué plus d'équipes jusqu'au bout, Oui. Malgré ce que certains, LeBron, Luka Doncic et compagnie disaient en cours de saison qu'il fallait pas, machin, c'était des matchs en plus, c'était dur. Moi je pense que c'est une super idée, je pense que c'est un truc qu'il va falloir pérenniser parce que cette mode qu'on appelle le tanking en NBA qui consiste à laisser filer des matchs en fin de saison quand tu joues plus rien, et ben ça sera réduit par le play-in et je trouve que c'est un vrai gain ça. Parlons des playoffs justement, en commençant par l'Ouest. Il y a eu la petite surprise, Utah et Phoenix qui terminent premier et deuxième de la saison régulière. Vous les voyez aller loin et créer la surprise face aux deux équipes de LA, de Los Angeles notamment ? Utah a une vraie carte à jouer. Je trouve qu'ils sont complets. C'est une vraie équipe qui a un collectif huilé, qui est bien coaché. Rudy Gobert est incroyable là-dedans. Phoenix, moi j'ai adoré les voir jouer cette année. Ça a été un régal Avec absolu. Chris Paul est fou, Devin Booker est fou. Il y a un côté hyper fun et rafraîchissant à cette équipe que j'ai adoré. Mais les pauvres, ils ont quand même vraiment pas de chance parce que tu te tapes une saison incroyable pour te manger les Lakers au premier tour des playoffs. Alors c'est des Lakers un peu réduits, un peu diminués physiquement, mais moi je suis un peu Lakers de cœur. J'ai du mal à voir Phoenix passer les Lakers au premier tour, quoi. À l'Est, il y a la belle surprise des Knicks, 4e, ça va faire plaisir à Jacques Monclar. Et ça va faire un moment qu'ils n'étaient pas autant à la fête d'ailleurs. Il y a Brooklyn avec les 3 superstars, Milwaukee bien sûr, et peut-être enfin l'année de Philadelphie aussi. Tu as 3 équipes à l'Est, tu as Brooklyn, sa super team, Philly qui est incroyable, on n'en parle pas, c'est fou, alors que Joel Embiid est dingue cette année, ils finissent premier à l'Est. Et puis il ne faut pas oublier Milwaukee. Ça va être dur de se glisser là-dedans dans ce top 3 pour tous les autres. New York surperforme en ce moment et c'est génial de voir ça, mais passer un tour face à Atlanta serait déjà une victoire. J'ai du mal à voir quelqu'un taper Brooklyn sur cette match quand même. Autant à l'Ouest il y a un suspense total, autant à l'Est je serais surpris que ce ne soit pas Brooklyn en finale NBA. On va suivre ça attentivement, en tout cas avec toi et toute la team NBA Extra. Merci infiniment d'avoir été avec nous Rémi et bonne fin de séjour à Monaco. Avec plaisir Fred, merci à toi. Merci. C'était un entretien enregistré ce week-end pendant le Grand Prix. On vous retrouve Alexandra Pagny pour d'autres actualités en principauté. Le Stade Louis II accueillera de nouveau le meeting Mare Nostrum cette année.
Oui, Fabien, il s'agit de la première étape du meeting international de natation avant le Canet-en-Roussillon et Barcelone. Le Stade Louis II accueillera les 29 et 30 mai l'élite mondiale de la natation. Sachez que vous pourrez suivre la compétition en direct sur notre antenne tout au long du week-end. Vous retrouverez aux commentaires notre journaliste Frédéric Elion, accompagné d'Olivier Nicolas. Une idée shopping solidaire. Oui Fabien, on vous en avait déjà parlé il y a quelques semaines. Cette année, la Croix-Rouge monégasque organise sa traditionnelle paraderie en ligne sur le site Douvillage. Des pièces sont encore disponibles, donc si vous souhaitez faire des achats tout en œuvrant pour la bonne cause, il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur douvillage.mc. Un cinéma à présent à l'occasion de la projection du film Alouette, le fil à la patte, ce samedi 15h au Théâtre des Variétés. Une projection organisée par l'Institut audiovisuel de Monaco. On se retrouve avec Vincent Vatrican pour nous parler de ce film tchèque. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on parle du film Alouette, le fil à la patte. C'est un film tchèque de 1969. Au-delà de l'histoire du film, le film a une histoire aussi. Il est sorti en 69, mais on ne l'a pas vu en 69. Il n'est pas sorti. C'est ça. En fait, il a été tourné juste après le printemps de Prague. Et la répression qui a suivi, août 68, fait qu'évidemment le régime, voyant le contenu du film, l'a mis au placard. Ça n'a pas beaucoup plu. Et il est resté 20 ans dans les placards et n'a été ressorti qu'en 89 au Festival de Berlin, si j'ai bonne mémoire, et où le film a été acclamé. Exactement. Ça parle de quoi? D'histoire d'amour dans un camp de travail? C'est plus large que ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire anticipant peut-être la répression, Menzel et Boumil Rabal, le romancier, ont imaginé cette histoire d'une sorte de camp de redressement où sont envoyés les petits bourgeois, où on va leur expliquer ce que c'est que l'international, le travail partagé, et surtout pratiquer une sorte de lavage de cerveau par le travail. Un mot sur le réalisateur, Thierry Menzel. On dit qu'il fait partie de la nouvelle vague tchèque. Alors je connaissais la nouvelle vague française, mais pas la tchèque. Tchèque, il y a eu une nouvelle vague dans les pays de l'Est qui s'est sans doute inspirée de ce qui s'est passé en France notamment. Milos Forman est connu puisqu'il a eu une carrière américaine, très belle carrière américaine, mais il avait tourné des films là-bas, L'As de pique, Les Amours d'une blonde. Ce sont des films qui comptent encore aujourd'hui quand on les revoit dans l'histoire du cinéma. C'est une vraie libération artistique dans la façon de prendre le cinéma comme un vrai médium, de s'en emparer, voilà, donc Milos Forman, mais d'autres, Ivan Passer, Karel Kachina, et Ivan Passer fait partie de ce groupe, donc voilà. Non, le cinéma tchèque a donné de très beaux moments. Dernière question, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs pour qu'ils aient envie d'aller voir ce film? Que c'est un film éternel, justement par sa poésie, le titre le dit bien, malgré peut-être le contexte historique très dur du régime. C'est un film qui respire la liberté et l'impertinence, donc c'est un film indémodable. Voilà, allez voir Alouette, le fil à la patte au Théâtre des Variétés. Merci Vincent Vatrican. Merci Fabien. A noter que le réalisateur de ce film est le seul réalisateur tchèque à avoir obtenu dans sa carrière un Oscar. Je vous rappelle la date et l'heure, ce samedi 15h au Théâtre des Variétés. Découvrez à présent le laboratoire TerraScience, spécialisé dans le domaine du complément alimentaire, une entreprise monégasque aux ambitions multiples. C'est votre Focus Info. Vanessa Dessy, vous êtes justement sur place.
Et oui, créé en 1998 par 2 médecins nutritionnistes, le laboratoire TerraScience propose des formules innovantes sur le marché des compléments alimentaires intégrant les dernières avancées. TerraScience propose également des produits diététiques pour sportifs, mais aussi de la phytothérapie. Le laboratoire développe un savoir-faire et une expertise au service de la santé depuis près de 20 ans. Je suis sorti de mes études de médecine générale en 1991 et après 8 ans d'exercice de la médecine générale, de la nutrition et de la médecine esthétique, face à des problématiques que j'ai rencontrées auprès de gens proches de moi que j'aimais et sur lesquels la médecine conventionnelle, qui est essentielle et fondamentale, n'apportait pas toutes les réponses, j'ai décidé de créer TerraScience. Formulation de nouveaux produits, élaboration des cahiers des charges, optimisation des gammes existantes, veille réglementaire, le service recherche et développement détient plusieurs missions. On est un service assez centré, on va dire, sur le développement de nos produits et les reformulations produits. Et on est en communication avec énormément d'autres services, que ce soit en interne ou externe à l'entreprise. Ça passe finalement de la conception de la formule initiale en collaboration avec notre comité scientifique, le service marketing et la direction, jusqu'à la production finale du produit et enfin la libération qualité avant la commercialisation du produit fini. On est un laboratoire très scientifique, il faut qu'on réponde aux exigences du marché actuel sur ce point-là. Donc effectivement, on collabore avec de très nombreux experts. Oui. Véritable chef d'orchestre de la stratégie de communication auprès des spécialistes de santé et des patients, le service marketing assure quant à lui le lien afin de proposer près de 500 références sur le marché. C'est 9 gammes de compléments alimentaires développés en collaboration avec des chercheurs universitaires et des médecins nutritionnistes. Ma mission principale, c'est effectivement de promouvoir nos produits auprès des professionnels de santé qui vont à leur tour conseiller nos produits à leurs patients. Donc à travers de la visite médicale, donc des outils pour nos visiteurs médicaux, mais aussi un grand nombre de formations. La formation des professionnels de santé est vraiment au cœur de l'ADN de TerraScience. L'Italie est le premier marché européen pour les compléments alimentaires. Malgré une forte baisse due à la crise sanitaire, le domaine reste très porteur. En fait, la grosse différence, c'est qu'en Italie, on a vraiment une demande au niveau de la cétose. En fait, la réduction de l'inflammation permet une propagation inférieure du virus. Les personnes qui restent à la maison à cause, disons, du Covid, ils réfléchissent, ils se disent bon, je vais en profiter pour faire des cures, pour faire, disons, pour me soigner. Voilà, donc peut-être qu'ils ont aussi un peu plus d'argent à dépenser pour leur santé. Les attentes sont différentes selon les continents, mais le marché de la santé en Chine est actuellement en pleine croissance. D'ici 2050, le domaine du complément alimentaire pourrait réaliser une progression de l'ordre de 7 à 8% à travers le monde. C'est pour cette raison que TerraScience souhaite conquérir la Chine avec un lancement officiel à horizon fin 2021. L'ensemble de nos projets sont en cours, sachant que on est en pleine préparation pour le lancement des nouveaux produits. Il faut patienter, mais on surmonter plusieurs étapes pour vraiment avoir une très belle visibilité pour l'ensemble du marché chinois. On est en train de négocier sur plusieurs gros contrats en Chine pour la distribution en ligne. TerraScience fait partie des premières entreprises monégasques à avoir bénéficié du Fonds bleu. Ce plan, mis en place par le gouvernement princier, s'appuie sur la création d'un fonds de soutien favorisant la relance économique via le numérique. TerraScience a un gros projet de refonte de son système d'information. Cette refonte nécessite une infrastructure physique pour supporter tous ces projets. Et le Fonds bleu nous a aidés dans la mise en place de cette refonte de l'infrastructure physique de l'entreprise. Ça nous a permis, à l'aide de cette aide financière, de monter une équipe liée à la transformation numérique de l'entreprise en avance de phase. Donc on a pu embaucher des profils, on va continuer à le faire, mais on a déjà embauché plus tôt que ce qu'on avait prévu de faire initialement. Le laboratoire TerraScience s'impose aujourd'hui comme l'un des leaders sur le marché des compléments alimentaires en France et en Europe.
C'était votre Focus Info réalisé par Vanessa Dessy concernant l'entreprise monégasque TerraScience. Quel temps fera-t-il, Alexandra, mercredi ? Nous aurons une belle journée pour ce 26 mai, un ciel bien dégagé sur l'ensemble de la journée, avec toutefois la présence de quelques nuages. Les températures sont de saison avec 19 degrés d'annoncés. Le soleil se lèvera à 5h53 et se couchera à 21h pile. Ce mercredi, nous fêterons les Bérangers. On célébrera également les Bérangères. Et pour la petite info, Béranger de Saint-Papoul est un prêtre toulousain du XIe siècle. On passe aux photos du jour avant de se quitter. Ça me permet de vous dire que nous recevrons demain Jean-Pierre Chebel qui nous parlera de la prochaine édition du meeting Hercules qui se déroulera cette année le vendredi 9 juillet. Vous l'aurez compris, des photos consacrées ce soir donc à ce mythique meeting et plus précisément à l'édition de 2020. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Vous pourrez me retrouver, si vous le voulez bien, demain, même heure, pour une nouvelle édition. À très bientôt. Au revoir.